La Bentley noire s'arrêta devant le portail rouillé, contrastant brutalement avec la clôture en bois écaillé et le jardin envahi par les mauvaises herbes. À l'intérieur de la voiture, un homme en costume italien ajusta sa montre en or au poignet et inspira profondément 3 fois. 5 ans. 5 ans depuis qu'il avait laissé partir celle qu'il aimait sans se battre. 5 ans à accumuler des milliards tout en perdant la seule chose qui comptait vraiment. Il descendit du véhicule et la poussière de la route rurale colla à ses chaussures en cuir sur mesure. La propriété devant lui était modeste, presque pauvre, avec une petite maison en bois peinte en blanc qui avait déjà besoin d'une nouvelle couche de peinture. Des poules picoraient librement dans la cour. Une corde improvisée maintenait le portail en place. C'était si différent du manoir en marbre qu'il avait construit en pensant à elle, de la piscine à débordement avec vue sur l'océan, des dressings remplis de vêtements de marque jamais portés. L'homme poussa lentement le portail, produisant un grincement aigu qui fit s'envoler les poules. Son cœur battait de manière irrégulière. Il avait répété ce moment 1000 fois ces derniers mois, depuis qu'il avait découvert où elle se trouvait. Il avait préparé des discours, des justifications, des excuses élaborées. Mais maintenant, marchant sur cette terre rouge qui tachait ses chaussures coûteuses, tous les mots semblaient vides et inappropriés. C'est alors que la porte de la maison s'ouvrit. Elle apparut dans l'encadrement, essuyant ses mains sur un tablier simple en coton. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, des mèches libres encadrant son visage sans maquillage. Elle portait un haut délavé et un jean rapiécé aux genoux. Elle était plus mince. Des rides autour des yeux apparaissaient qu'il ne se souvenait pas. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, il ressentit le même impact que la première fois qu'il l'avait vue, des années auparavant, lorsqu'elle vendait des fleurs à un coin animé de la ville. Elle se figea. La casserole qu'elle tenait glissa de ses mains et tomba sur le sol en bois de la véranda avec un fracas métallique. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur quittant ses joues. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea, séparés par 10 mètres de terre battue qui semblaient des kilomètres infranchissables. « Que fais-tu ici » Sa voix sortit rauque, presque inaudible. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, incertain. « J'avais besoin de te voir. » Après 5 ans. Elle descendit lentement les marches de la véranda, comme si elle était en transe. 5 ans sans un appel, sans un message, sans signe de vie, et tu apparais simplement. Je sais que je n'ai pas le droit. Tu n'as aucun droit. Sa voix monta d'une octave, chargée d'une émotion refoulée depuis trop longtemps. Je suis sorti de ta vie parce que tu l'as demandé. Tu as dit que j'étais libre de partir si je ne pouvais pas m'adapter à ton monde. Et je suis parti. J'ai refait ma vie. Et maintenant tu arrives en voiture, probablement plus cher que toute cette propriété ? Ces mots moururent dans sa gorge. Elle avait raison. Complètement raison. Il avait été un lâche. Quand elle avait dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette cage dorée, entourée de gens faux et de conversations vides, il n'avait pas lutté pour elle. Il avait laissé son orgueil parler plus fort. Il avait cru qu'elle reviendrait en quelques semaines, quand la réalité d'une vie sans confort frapperait à sa porte. Mais elle n'était jamais revenue. J'avais tort. Les mots sortirent simples, dépouillés de toute arrogance. Surtout. Elle rit, mais c'était un son amer, sans joie. Tu avais tort. Quelle révélation impressionnante après une demi-décennie. Je peux expliquer. Je ne veux pas de tes explications. Elle croisa les bras sur sa poitrine, une barrière physique entre eux. Tu veux savoir ce qui s'est passé après mon départ ? J'ai dormi 3 nuits sur un banc de gare parce que je n'avais pas assez d'argent pour louer une chambre. J'ai travaillé en nettoyant des bureaux la nuit et dans des restaurants le jour. J'ai économisé centime par centime jusqu'à pouvoir rentrer chez moi, auprès de ma famille. Et tu sais ce que j'ai découvert ? Que je suis plus heureuse ici, dans cet endroit simple, que je ne l'ai jamais été dans ton Pantouse de luxe. Chaque mot était un coup de poignard dans sa poitrine. Il l'imagina seul dans cette gare, avec froid, avec peur, tandis qu'il dormait dans des draps en soie égyptienne. Il imagina ses mains délicates se ridéant avec les produits de nettoyage pendant qu'il signait des contrats millionnaires. La culpabilité était un poids physique écrasant ses épaules. « Tu ne m'as pas cherché, » murmura-t-il. « Je t'aurais aidé. » Aidé. Elle fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes non versées. « Tu crois que je voulais ton aide ? Ton argent ? Je voulais toi. Je voulais un mari qui me voit comme une personne, pas comme un projet de transformation. Pas comme une poupée à habiller et à exhiber lors des dîners d'entreprise. Mais tu étais trop occupé à construire ton empire pour te rappeler que tu avais une épouse se sentant invisible dans la pièce à côté. » L'accusation résonna dans le silence qui suivit. Il voulait répliquer, se défendre, dire qu'il avait travaillé pour eux, pour leur futur. Mais ce serait un mensonge. Il avait travaillé par ambition. Pour la validation.
pour prouver au monde que le garçon pauvre qui avait grandi dans un appartement d'une pièce pouvait tout conquérir. Et dans ce processus, il avait perdu la seule conquête qui en valait vraiment la peine. Tu as raison, admit-il, la voix brisée. J'ai été un idiot arrogant qui pensait que l'argent résoudrait tout. Que si je te donnais une vie confortable, ce serait suffisant. Je ne comprenais pas que tu avais besoin de racines, pas de luxe. De connexion, pas de possession. Elle essuya une larme rebelle qui coulait sur son visage. Et maintenant, tu viens ici avec cette révélation tardive n'en espérant quoi? Que je saute dans tes bras et que nous retournions en ville. Non. Il secoua la tête lentement. Je suis venu parce que je dois réparer ce que j'ai brisé. Même si tu ne me pardonnes jamais. Un bruit venant de la maison interrompit le moment. La porte s'ouvrit de nouveau et un homme plus âgé apparut sur la véranda, observant la scène avec un regard méfiant. Il avait les cheveux gris, les mains calleuses de décennies de travail de la terre, et une posture protectrice. Tout va bien, ma fille. Sa voix était grave, chargée d'une autorité silencieuse. Oui, papa. Elle ne détacha pas les yeux du visiteur. Il s'en va déjà. Pas encore. Il fit un pas de plus. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai découvert il y a 6 mois et qui a tout changé. Elle hésita, la curiosité se mêlant au ressentiment sur son visage. Que aurais-tu pu découvrir qui compte maintenant? Il inspira profondément. C'était la partie qui le maintenait éveillé toutes les nuits. Tu te souviens de Jonas? Mon associé les premières années? Elle fronça les sourcils. L'homme qui a toujours été gentil avec moi lors des fêtes de l'entreprise? Qui demandait des nouvelles de ma famille? Le même. Il serra les poings. Il y a 6 mois, il est apparu dans mon bureau, ivre. Il m'a avoué quelque chose qui m'a détruit. Il a dit qu'il avait manipulé des situations pour créer des tensions entre nous. Semer le doute dans ma tête sur le fait que tu ne correspondais pas à mon monde. Il a fait des commentaires subtils pour te faire sentir inadéquate. Tout cela parce qu'il voulait ma position dans l'entreprise et savait que notre relation me distrayait. Le visage d'elle perdit sa couleur. Quoi? Cette nuit-là, au dîner de charité, tu te souviens? Quand tu as renversé du vin sur ta robe et que toutes ces femmes ont ri. C'est lui qui a organisé ça. Il a poussé un serveur express. Et moi, idiot aveugle, je n'ai rien remarqué. J'ai été embarrassé au lieu de te défendre. Elle porta la main à la bouche, les yeux écarquillés par la révélation. Les souvenirs de cette soirée horrible revinrent en flash douloureux. La robe chère ruinée, les rires cruels, son silence glacé dans la voiture en rentrant à la maison. C'était l'une des dernières gouttes avant la séparation. Pourquoi avouerait-il cela maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Parce qu'il est mourant. Cancer en phase terminale. Il a dit qu'il voulait se libérer de sa conscience avant de partir. Il passa la main dans ses cheveux, geste de frustration qu'elle reconnut des années auparavant. Je ne te raconte pas cela pour m'exonérer de ma culpabilité. J'ai encore échoué envers toi de 1000 manières. Mais tu mérites de connaître toute la vérité. Le père d'elle descendit les marches de la véranda, se plaçant aux côtés de sa fille. Ma fille n'a pas besoin de tes excuses tardives ni de tes révélations commodes. Elle est bien ici. Elle a sa famille, son travail, sa paix. Des choses que ton argent n'a jamais pu lui acheter. Je sais, monsieur. Il croisa le regard de l'homme plus âgé avec respect. Et je ne suis pas venu pour l'emmener d'ici. Je suis venu faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et quoi donc? Demanda la femme, sceptique dans le ton. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Elle était froissée, comme si elle avait été tenue et sortie de nombreuses fois. Il la tendit vers elle, la main tremblante. C'est pour toi. Pour ta famille. Elle ne prit pas l'enveloppe immédiatement, le regardant comme si c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est? Prends juste. S'il te plaît. À contre-cœur, elle prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents officiels. Ses yeux parcoururent les pages, la confusion laissant place à un choc absolu. Ce sont les titres de propriété de la ferme. La ferme que ta famille loue depuis 3 générations, oui. Il confirma. J'ai découvert il y a 4 mois que le propriétaire allait vendre la terre à une société minière. Vous auriez eu 6 mois pour partir. Le père d'elle fit un pas en avant, arrachant les papiers des mains de sa fille. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, l'incrédulité grandissant sur son visage ridé. C'est faux. Le propriétaire n'a jamais mentionné la vente. Parce que je l'ai acheté avant qu'il ne puisse l'annoncer publiquement. Il garda une voix calme, factuelle. J'ai acheté toute la propriété. 500 acres.
Et je transfère le titre de propriété à ta famille. Sans coût. Sans condition. Le silence qui suivit était assourdissant. Une brise douce fit bouger les arbres alentours, portant l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Les poules reprirent leur picorage, indifférentes au moment qui changeait des vies. Pourquoi? La question sortit d'elle comme un souffle étranglé. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que tu m'as appris que les racines sont plus importantes que les ailes. Il regarda autour de la propriété, voyant pour la première fois ce qu'elle avait toujours aimé en ce lieu. Parce que cette terre fait partie de qui tu es. Et j'ai passé 5 ans à essayer de te l'arracher au lieu de comprendre que nous ne pourrions jamais être heureux loin d'elle. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Cela ne change pas le passé. Cela n'efface pas la douleur. Je sais. Il secoua lentement la tête. Je n'essaie pas d'acheter ton pardon. J'essaie de faire ce qui est juste, même s'il est trop tard pour nous. Le père d'elle tenait encore les documents, les mains tremblantes légèrement. Des décennies de travail acharné, de paiement de loyer, de vivre avec la peur de perdre cette terre que son propre père et grand-père avaient travaillée. Maintenant, soudainement, elle était à eux. Réellement à eux. C'est plus d'argent que nous ne verrons en 10 vies, dit l'homme plus âgé, la voix rauque d'émotion. Pourquoi un inconnu ferait cela pour nous? Parce que je ne suis pas un inconnu. Il regarda directement la femme qu'il aimait encore. Je suis l'homme qui n'a pas su apprécier ce qu'il avait. Et s'il y a une chance, même minime, de commencer à réparer cette erreur, je vais la saisir. Elle s'enlaça, comme pour se retenir. 5 ans de colère, de douleur et de déception luttaient contre l'espoir dangereux qui commençait à germer dans sa poitrine. Elle avait juré de ne plus jamais le laisser entrer. Elle avait construit de hauts murs autour de son cœur. Mais ce geste, ce sacrifice monumental sans rien demander en retour, fissurait ses défenses. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle. Tu n'as rien à dire maintenant. Il fit un pas en arrière vers le portail. Je resterai en ville quelques jours. Dans le seul hôtel du coin. Si tu veux parler, cherche-moi. Si tu ne veux pas, je comprends. Mais la terre est à toi de toute façon. Sans condition. Sans attente. Il commença à se tourner, chaque pas pesant des tonnes. Il avait imaginé ce moment de tant de façons différentes. Dans aucune d'elles il ne ressentait ce vide dévastateur, cette certitude d'avoir fait ce qu'il fallait mais qu'il était peut-être trop tard. Attends. Sa voix l'arrêta alors qu'il était presque au portail. Il se retourna, mélange d'espoir et de peur dans le regard. Tu as changé, dit-elle simplement. L'homme que j'ai connu n'aurait jamais fait ça. N'aurait jamais admis avoir tort. N'aurait jamais mis les désirs d'une autre personne au-dessus des siens. Te perdre m'a changé. Il tenait le portail en métal rouillé. Cela m'a montré que j'avais construit un empire vide. Que le succès sans amour n'est que solitude avec de l'argent. Elle regarda son père, qui observait tout avec une expression indéchiffrable. Puis regarda les documents dans ses mains, preuve tangible que cet homme avait parcouru un long chemin depuis le businessman arrogant qu'elle avait quitté. Mais il y avait encore tant à assimiler, tant de blessures à peine cicatrisées. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant, dit-elle enfin. Mais, peut-être pourrions-nous parler. Un jour. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était plus qu'il n'espérait. Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix pour ne pas se briser. Si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Parce que ce qu'il ne lui a pas encore dit n'était encore que la partie émergée d'un iceberg qui allait tout changer à nouveau. L'hôtel en ville était exactement comme il l'attendait. Petit, avec seulement 12 chambres, des murs qui avaient besoin d'une peinture et un climatiseur qui faisait plus de bruit qu'il ne refroidissait. La chambre sentait légèrement le moisi et les produits de nettoyage bon marché. Le lit grinçait lorsqu'il s'assit au bord, retirant ses chaussures tachées de poussière rouge. Il regarda autour de l'espace exigu et sourit ironiquement. 3 mois plus tôt, il avait séjourné dans un hôtel 7 étoiles à Dubaï, où la salle de bain était plus grande que cette chambre entière. Mais d'une certaine manière, cet endroit semblait plus honnête. Plus réel. Son téléphone vibra dans sa poche. 17 messages non lus. 3 appels manqués. Tous du bureau, tous urgents. Il y avait une fusion de 80 millions en cours, des contrats en attente de signature, des investisseurs nécessitant des décisions. Il éteignit le téléphone sans lire aucun message. Cette nuit-là, allongé sur le lit inconfortable, il ne put dormir. Il repassait chaque seconde de la rencontre dans sa tête. La façon dont elle l'avait regardé, mélange de colère et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait déchiffrer. La douleur nue dans sa voix lorsqu'elle parla de dormir dans des gares. La manière dont son père l'avait protégée, comme il aurait dû le faire des années auparavant.
Mais ce fut la dernière chose qu'elle dit qui résonna dans son esprit. Peut-être pourrions-nous parler. C'étaient seulement 5 mots, mais ils portaient le poids d'une possibilité qu'il n'osait pas espérer. Le lendemain matin, il se réveilla avec des coups à la porte. Il était 7 heures. Il ouvrit la porte et trouva un garçon d'environ 12 ans, maigre, avec des cheveux ébouriffés et des yeux méfiants. « Ma grand-mère a envoyé ça. » Le garçon poussa un panier couvert d'un linge à carreaux. Elle a dit que personne ne devrait prendre le petit déjeuner de cet hôtel s'il voulait survivre. Avant qu'il puisse répondre, le garçon avait déjà fait demi-tour et descendit les escaliers en courant. Il regarda à l'intérieur du panier et trouva des pains faits maison encore chauds, de la confiture de fruits rouges, du beurre frais et une thermos de café. Il y avait un mot écrit à la main avec une écriture tremblante. « Un homme qui fait ce que vous avez fait mérite au moins un repas correct. Venez déjeuner avec nous aujourd'hui. Midi. Ne soyez pas en retard. » Ce n'était pas signé, mais il reconnut l'écriture. Il avait vu cette écriture des années auparavant, sur des cartes d'anniversaire et des listes de courses laissées à la maison. C'était elle. À 11h45, il se tenait de nouveau devant le portail, cette fois vêtu de vêtements plus simples qu'il avait achetés dans le seul magasin de la ville. Jeans, chemise en flanelle, bottes de travail. Il semblait encore trop neuf, mais c'était le mieux qu'il ait pu trouver. Elle le vit depuis la véranda et descendit pour ouvrir le portail. Elle portait une robe simple en coton fleuri, les cheveux lâchés tombant sur les épaules. Elle était différente de la femme en colère d'hier. Il y avait une douceur prudente dans ses yeux. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-elle. « Je n'aurais jamais raté cette chance. » Elle le guida jusqu'à la maison. À l'intérieur, c'était cosy d'une manière que ces manoirs n'avaient jamais été. Des meubles anciens mais bien entretenus, des photos de famille couvrant les murs, l'odeur de la cuisine maison remplissant l'air. Une femme plus âgée, clairement sa mère, était dans la cuisine, remuant une énorme casserole. « Alors tu es le fameux ex-mari, » dit la femme sans se retourner, la voix chargée de jugement voilé. « Assieds-toi. Le repas est presque prêt. » Le déjeuner fut servi sur une grande table en bois usé. Son père, sa mère, 2 frères plus jeunes, une grand-mère aux yeux perçants et 3 cousins. Tous l'observaient avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité ouverte. « Alors, » dit l'un des frères en mâchant du pain la bouche ouverte, « tu es vraiment milliardaire ou c'est exagéré ?»« Il a assez d'argent, » répondit-il prudemment. « Assez pour acheter 500 acres sans scier, » commenta la grand-mère, le regardant par-dessus ses lunettes épaisses. « Il doit vraiment avoir beaucoup d'argent. » Le déjeuner fut inconfortable. Les questions étaient directes, parfois rudes. Il voulait savoir pourquoi il avait laissé partir, pourquoi il avait mis 5 ans à réapparaître, ce qu'il voulait vraiment. Il répondit avec honnêteté, même quand cela faisait mal. Il admit ses erreurs, ses failles, son arrogance aveugle. Mais ce fut pendant le dessert que la conversation prit un tournant inattendu. « Tu as mentionné un homme hier, » dit son père en repoussant l'assiette vide. « Jonas. Tu as dit qu'il manipulait les situations. » Il hocha la tête, une tension soudaine lui serrant l'estomac. « Raconte-nous plus, » insista sa mère, croisant les bras. « Ma fille mérite de savoir exactement ce qui s'est passé. » Il regarda vers elle, demandant silencieusement la permission. Elle hocha légèrement la tête. Il inspira profondément et commença. Jonas avait été son meilleur ami les premières années. Ils avaient fondé l'entreprise ensemble, travaillant 18 heures par jour, dormant au bureau, mangeant des nouilles instantanées. Quand l'entreprise décolla, Jonas resta vice-président tandis qu'il prenait la direction. « Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, » expliqua-t-il d'une voix basse, « mais Jonas a toujours été jaloux. De mon succès, de ma position. Et quand je me suis marié avec toi, il la regarda directement. La jalousie a augmenté. Parce que j'avais tout ce qu'il voulait. Pouvoir et amour véritable. » Elle serra les doigts autour de son verre d'eau. « Il a commencé doucement, » continua-t-il. « Des commentaires subtils sur ton apparence décalée lors des fêtes. Des suggestions que j'avais besoin d'une épouse qui comprenne le monde des affaires. Il semait le doute dans ma tête tard le soir, quand j'étais fatigué et vulnérable. Et tu y as cru, dit-elle, ce n'était pas une question. J'y ai cru parce que j'étais lâche, admit-il. Parce qu'il était plus facile de blâmer notre incompatibilité que d'admettre que j'échouais en tant que mari. Jonas n'a fait qu'exploiter les fissures que j'avais moi-même créées. Le plus jeune frère frappa le poing sur la table. Alors ce type a détruit votre mariage exprès. Il a aidé à détruire quelque chose qui était déjà fragile, corrigea-t-il. Mais il y a plus. Après ton départ, Jonas a convaincu le conseil d'administration que j'étais instable émotionnellement. Ils ont failli me retirer de la présidence.
Je me suis encore plongé dans le travail pour prouver que j'allais bien. J'ai construit l'empire encore plus grand, comme si cela remplissait le vide. Et Jonas? Demanda son père. Où est-il maintenant? Dans une clinique privée pour malades en phase terminale. Il lui reste au maximum 3 mois. Il fit une pause. Mais avant de tomber malade, il a fait quelque chose que je n'ai découvert que la semaine dernière. Tous autour de la table se penchèrent instinctivement. Vous vous souvenez quand j'ai dit avoir découvert la vente de la ferme il y a 4 mois? Il regarda autour de la table. Ce n'était pas une coïncidence. Jonas a découvert où tu vivais. Il a découvert la ferme. Et c'est lui qui a poussé l'ancien propriétaire à vendre à la société minière. Le silence qui tomba fut absolu. Même les enfants cessèrent de jouer avec les assiettes. Il a fait ça exprès? Sa voix était un murmure horrifié. Pour me nuire. Pour me nuire, corrigea-t-il. Il savait que si tu perdais cette terre, tu perdrais tes racines. Et il a parié que je le découvrirais et que cela me détruirait définitivement. C'était sa vengeance finale. Me priver de la dernière chance de corriger ma plus grande erreur. Sa mère porta la main à la bouche. Quel genre de personne fait ça? Une personne amère et mourante, dit-il. Quand j'ai confronté Jonas à l'hôpital, il a ri. Il a dit que si lui ne pouvait pas avoir succès et bonheur, il s'assurerait que moi non plus. Un des cousins brisa le silence. Mais tu as acheté la ferme avant qu'il ne puisse exécuter son plan. Oui, confirma-t-il. J'ai payé 3 fois la valeur marchande pour convaincre le propriétaire de vendre à moi plutôt qu'à la société minière. Mais ce n'était pas que de l'argent. J'ai dû faire des accords, promettre des investissements dans la région, créer des emplois. 2 mois de négociation. Il la regarda directement à nouveau. Et chaque seconde en valait la peine. Parce que même si tu ne me pardonnes jamais, même si nous ne reparlons jamais après aujourd'hui, tu es en sécurité. Ta famille est en sécurité. Et Jonas n'a pas gagné. Des larmes coulaient sur son visage. Tu as fait tout ça sans me le dire. Sans rien demander en retour. Parce que ce n'était pas pour obtenir quelque chose pour moi, dit-il doucement. C'était pour que tu ne perdes pas tout encore une fois à cause de moi. La grand-mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, frappa la canne au sol. Ce Jonas. Il a détruit plus qu'un mariage. Il a détruit la confiance, la sécurité, des années de votre vie à tous les deux. C'est un malade, ajouta la mère, la colère tremblante dans sa voix. Manipulateur des cruels. Mais ce fut le père qui posa la question qui changea tout. Y a-t-il une chance qu'il cause encore du tort? Même maintenant, depuis l'hôpital? La question resta suspendue dans l'air. Il hésita, et cette hésitation en disait long. Quoi? Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Il passa la main sur son visage, l'épuisement soudain pesant sur ses épaules. Jonas a un fils. Un jeune homme de 26 ans qui travaille dans la finance. Il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'il enquêtait sur mes transactions. Spécifiquement sur l'achat de cette ferme. Le sang quitta son visage. Pourquoi? Parce que Jonas lui a raconté une version déformée de l'histoire. Il a dit que j'avais volé l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. Que je suis corrompu et cruel. Et maintenant, le fils veut se venger pour son père mourant. Mais c'est faux, dit-elle, la voix montant. Tu as construit cette entreprise. Toi. Je sais. Tu sais. Mais le fils de Jonas a été empoisonné par des années de mensonges. Il se leva également, marchant vers la fenêtre. Il cherche la moindre irrégularité dans mes transactions. Et l'achat de cette ferme, payée en argent, 3 fois au-dessus du prix du marché, semble suspect à quelqu'un qui veut trouver des erreurs. Il peut causer des problèmes, demanda le frère aîné. Il peut essayer. Il peut aller dans les médias, créer un scandale, contester légalement la transaction. Il se tourna pour regarder la famille. Je me fiche de ma réputation. Mais s'il parvient à annuler la vente, vous perdez la ferme. Et je ne peux rien faire pour l'empêcher. Le poids de cette révélation s'abattit sur tous comme une avalanche. La joie de posséder enfin la terre, la sécurité ressentie hier, tout était à nouveau menacé. Alors rien n'est résolu, dit-elle, la voix brisée. Nous revenons au même endroit. Insécurité, peur de tout perdre. Pas exactement, dit-il. J'ai des avocats qui travaillent dessus. La transaction était totalement légale. Mais cela peut prendre des mois pour être réglé, et pendant ce temps, le nuage d'incertitude plane sur vous. Elle se laissa tomber de nouveau sur la chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Pourquoi ça ne peut pas simplement finir? Pourquoi faut-il toujours une chose de plus?
Il s'agenouilla à côté de sa chaise, hésitant, puis posa doucement sa main sur son épaule. Parce que Jonas a consacré les dernières années de sa vie à s'assurer que je paie pour l'avoir surpassé. Et malheureusement, tu es au milieu du feu croisé. Ce n'est pas juste, dit sa mère, la voix tremblante d'émotion. Ma fille ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ça. Vous ne méritez pas, acquiesça-t-il en se levant. Et je vais réparer cela. D'une manière ou d'une autre. Son père l'observa avec des yeux fatigués. Comment? Si le fils est aussi déterminé que le père, l'argent ne l'arrêtera pas. Non, acquiesça-t-il. Mais la vérité peut. Alors elle leva la tête, les yeux rouges mais déterminés. Que veux-tu dire? Jonas a gardé des dossiers. Des années de documents prouvant ses manipulations, ses trahisons. Il était méticuleux, il enregistrait tout. J'en ai trouvé quelques-uns quand j'ai nettoyé son bureau. Il fit une pause. Si je peux accéder au fichier complet, je peux prouver au fils qui était vraiment son père. Que Jonas n'était pas le héros injustement traité qu'il croit, mais le méchant de sa propre histoire. Il va croire? Demanda un des cousins avec scepticisme. Un fils va croire des preuves contre son père mourant. Je ne sais pas, admit-il. Mais je dois essayer. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec cette menace en suspens. Et je ne suis pas venu ici pour laisser Jonas gagner après sa mort. Elle se leva lentement, essuyant ses larmes. Elle s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques centimètres. Pendant un long moment, elle le regarda simplement, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme impossible. « Tu as vraiment changé, » dit-elle enfin. L'homme que j'ai connu aurait engagé des avocats coûteux et attendu qu'ils résolvent le problème. Tu es prêt à affronter le fils de ton ancien meilleur ami, à exposer des vérités désagréables, à risquer ta propre réputation. Pour nous. Pour toi, corrigea-t-il doucement. Ça a toujours été pour toi. L'électricité entre eux était presque visible. La famille autour observait en silence, témoin de quelque chose de fragile et puissant naissant des cendres de quelque chose de détruit. Quand vas-tu lui parler? Demanda-t-elle. Demain. Il a accepté de me rencontrer dans un café en ville. Il hésita. Ce serait plus facile si tu venais avec moi. Moi? Elle recula d'un pas, surprise. Pourquoi? Parce que tu es la preuve vivante que Jonas a menti. Il a dit à son fils que j'ai détruit des gens sur mon chemin. Mais tu es là, forte, reconstruite. Pas détruite. Et ta présence le forcera à remettre en question le récit auquel il croit. Elle regarda la famille, cherchant un conseil silencieux. Sa mère hocha légèrement la tête. Son père semblait préoccupé, mais ne s'opposa pas. La grand-mère sourit simplement, un petit sourire connaisseur. « D'accord, » dit-elle enfin. « Je viens avec toi. Mais pas pour toi. Pour ma famille. Pour cette terre. Pour un avenir sans peur. C'est tout ce que je peux demander, » dit-il. Alors qu'il sortait plus tard, le soleil se couchait sur les champs, peignant tout en doré et orange. Il se retourna et la vit sur la véranda, l'observant partir. Il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Pas le pardon, pas encore. Mais peut-être le début de la compréhension. Et pour l'instant, cela suffisait. Le café était presque vide lorsqu'ils arrivèrent. Il avait choisi délibérément un horaire calme, loin des regards curieux de la petite ville. Elle était à ses côtés, portant une robe simple bleu marine, les cheveux attachés en un chignon bas. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait son sac. « Nous pouvons encore faire demi-tour, » murmura-t-il en se garant. « Non. » Sa voix était ferme malgré le visible nervosisme. « Cela doit se terminer. » Ils entrèrent et trouvèrent un jeune homme assis à une table au fond. Il était grand, mince, avec des cheveux noirs coiffés en arrière et des lunettes de marque. Il portait un costume gris impeccable et avait un ordinateur portable ouvert devant lui. Lorsqu'il les vit, ses yeux se plissèrent. « Alors tu as vraiment amené une accompagnatrice, » dit le jeune homme, voix tranchante. « Je pensais que ce serait une conversation entre hommes. »« C'est mon ex-femme, » répondit-il en tirant une chaise pour elle. « Et elle a autant le droit d'être ici que moi. » Le fils de Jonas la regarda avec un intérêt clinique, comme s'il évaluait une pièce de preuve. « La femme que tu as abandonnée pour construire ton empire? Comme c'est pratique de l'amener maintenant comme accessoire pour paraître humain. » Elle sentit la colère monter dans sa poitrine, mais inspira profondément avant de répondre. « Personne ne m'a abandonné. J'ai choisi de partir. »« Bien sûr que tu as choisi, » dit-il avec sarcasme. « Après des années à être ignoré et rabaissé. Mon père m'a tout raconté. Comment cet homme utilisait les gens comme des marches d'escalier. »« Ton père a menti, » répondit-il calmement, sans émotion dans la voix. «
Mon père est en train de mourir. Le jeune homme frappe à la table, faisant trembler les tasses de café. Et même dans ces derniers jours, tout ce que tu fais, c'est tenter de détruire sa mémoire. Je n'essaie de rien détruire. J'essaie de te montrer la vérité. Il sortit un dossier en cuir de son sac. J'ai apporté des documents. Des preuves de ce que ton père a fait au fil des années. Je me fiche de ta propagande. Le jeune homme croisa les bras. Je suis venu faire une proposition. Tu annules l'achat de cette ferme, tu rends l'argent, et j'arrête d'enquêter sur tes transactions. Sinon, je rends public tout ce que j'ai trouvé. Et qu'as-tu exactement trouvé? Demanda-t-il, gardant une voix neutre. Le fils de Jonas ouvrit l'ordinateur portable et tourna l'écran. Il y avait des feuilles de calcul, des documents bancaires, des emails mis en évidence. J'ai trouvé 3 transactions ces 5 dernières années qui semblent être du blanchiment d'argent. Paiement à des sociétés fictives, transferts internationaux suspects. Et le clou du spectacle? Tu as payé 3 cents % au-dessus de la valeur d'une ferme improductive. Explique ça. Elle sentit son estomac se nouer. Même connaissant la vérité, voir tout présenter ainsi semblait criminel. Je peux expliquer chacune de ces transactions, dit-il. Les sociétés fictives étaient des investissements dans des start-up sous accord de confidentialité. Les transferts internationaux étaient pour des projets humanitaires nécessitant discrétion pour des raisons de sécurité. Et la ferme? Elle a été achetée pour impressionner une ex-femme, coupa le jeune homme en la regardant. Un geste désespéré d'un homme coupable essayant d'acheter le pardon. Elle a été achetée pour protéger une famille de perdre sa maison, répliqua T.L., voix maintenant ferme. Quelque chose que tu ne comprends clairement pas. Le fils de Jonas tourna complètement son attention vers elle. Tu le défends? Après tout ce qu'il a fait? Je ne défends pas son passé, dit-elle. Je défends la vérité. Ton père n'était pas l'homme que tu penses. Attention, avertit le jeune homme, danger dans la voix. Mon père peut mourir, mais il reste mon père. Et il a utilisé cela contre toi, dit-il en poussant le dossier sur la table. Regarde à l'intérieur. Ce sont des copies de mails de ton père à des concurrents, vendant des secrets de l'entreprise. Des contrats qu'il a sabotés. Des relevés bancaires secrets à l'étranger où il a détourné des millions. Le jeune homme ne toucha pas au dossier. C'est falsifié. Vérifie les signatures numériques. Engage tes propres experts. Il se pencha en avant. Je te donne ça non pas pour te nuire, mais parce que tu mérites de savoir qui se venge réellement. Un instant, quelque chose vacilla sur le visage du jeune homme. Doute. Peur. Mais ensuite, le masque de colère revint. Même si c'est vrai, ça ne change rien à ce que tu es. Ça ne change pas que tu as détruit le rêve de mon père de diriger cette entreprise. Je n'ai pas détruit son rêve, dit-il fatigué. Ton père s'est détruit lui-même. Il avait du talent, de l'intelligence, des opportunités. Mais il a choisi les raccourcis, la trahison, la manipulation. Et quand cela n'a pas fonctionné, il a blâmé tout le monde sauf lui. Mensonge. Le jeune homme se leva brusquement. Tu inventes des récits. Il y a un témoin, interrompit-elle doucement. Les 2 hommes la regardèrent. Une femme nommée Teresa Rodriguez, continua-t-elle. Elle a travaillé comme assistante exécutive dans l'entreprise pendant 15 ans. Elle a tout vu. Et elle est prête à témoigner sur les actions de ton père. Il la regarda, surpris. Elle n'avait jamais mentionné cela auparavant. Mais il vit la détermination dans ses yeux et décida de faire confiance. Le fils de Jonas s'assit lentement. Qui est cette femme? Quelqu'un que ton père a licencié quand elle a menacé de dénoncer ses actions, improvisa-t-il, suivant son initiative. Quelqu'un qui a des documents, des enregistrements, des témoignages oculaires de années de fraude. En réalité, il n'était pas sûr que Teresa ait encore des preuves. Mais la mention du nom suffisait. Il vit de la reconnaissance sur le visage du jeune homme. Tu connais ce nom, observa-t-elle. Mon père l'a mentionné une fois, admit le jeune homme à contre-cœur. Il a dit que c'était une employée problématique qui répandait des rumeurs. Ou elle était la seule personne honnête dans une salle pleine de mensonges, dit-il. Et ton père l'a fait taire avant qu'elle ne puisse nuire davantage à sa réputation. Le jeune homme rapprocha le dossier, mais ne l'ouvrit pas. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la couverture en cuir. Pourquoi me donner ça? Pourquoi ne pas simplement poursuivre pour diffamation et m'éliminer? Parce que tu es une victime comme nous tous, dit-il. Ton père t'a programmé depuis l'enfance à haïr le mauvais homme. Et maintenant tu gaspilles ta vie dans une croisade basée sur des mensonges. De plus, ajouta-t-elle doucement, tu es sur le point de perdre ton père. Les derniers mois de sa vie.
Veux-tu les passer dans la colère et la vengeance? Ou veux-tu faire la paix avec la vérité et peut-être avoir des conversations honnêtes avant qu'il ne soit trop tard? Quelque chose se brisa dans l'expression du jeune homme. Ses mains tremblèrent lorsqu'il ouvrit enfin le dossier. Il commença à lire, les yeux parcourant documents, emails, relevés bancaires. À chaque page, sa posture changeait. Épaules tombantes. Respiration irrégulière. Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il, sans conviction dans la voix. Tu sais que c'est vrai, dit-il doucement. Au fond, tu as toujours su que quelque chose n'allait pas. Les histoires ne concordaient pas. Les explications avaient des lacunes. Mais il était plus facile de croire sa version que d'affronter la vérité. Le jeune homme ferma brusquement le dossier et le repoussa comme s'il brûlait. Même si tout cela est vrai, cela ne justifie pas que tu apparaisses dans la vie de ton ex après 5 ans en faisant de grands gestes. Je ne cherche pas de justification, dit-il. Je cherche la rédemption. Et la différence est que la rédemption ne dépend pas d'être pardonnée. Elle dépend de faire ce qui est juste même lorsque tout est en jeu. Ils restèrent silencieux un long moment. Le café autour poursuivait sa routine normale. Une serveuse nettoyait les tables. Un couple de personnes âgées partageait une part de tarte. Le monde continuait de tourner pendant que 3 vies changeaient à une table au fond. « Que veux-tu de moi » demanda enfin le fils de Jonas, voix rauque. « Arrête l'enquête, dit-il. Laisse cette famille tranquille. Ils n'ont rien à voir avec nos guerres. Et toi? Et l'entreprise? Tu veux que je disparaisse en silence? Je veux que tu vives ta propre vie, dit-il. Pas celle que ton père t'a programmée. Construis quelque chose qui t'appartient. Sois meilleur que nous deux ne l'avons été. » Le jeune homme rit amèrement. Des conseils de vie d'un milliardaire. Quel cliché! Des conseils de vie de quelqu'un qui a perdu des années à être la mauvaise personne, corrigea-t-il, et qui doit maintenant vivre avec ce poids. Elle posa la main sur la table, ne touchant aucun des 2 hommes, mais créant un pont symbolique. Vous avez tous 2 été manipulés par le même homme. Cela ne fait pas de vous des alliés, mais cela ne doit pas non plus faire de vous des ennemis. Le fils de Jonas regarda sa main, puis son visage. Tu lui as pardonné? Après tout ça? Je suis encore en train de décider, dit-elle honnêtement. Mais j'ai appris que garder la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Et je suis fatigué du poison. Le jeune homme referma lentement l'ordinateur portable. Il reprit le dossier, cette fois en le rangeant dans son propre sac. Je vais tout vérifier. Engager mes propres enquêteurs. Si c'est vrai. Quand ce sera confirmé, corrigea-t-il. Si c'est vrai, répéta le jeune homme fermement, alors j'arrête. L'enquête se termine. Mais ne me demande pas de t'aimer ou de te pardonner. Je ne demande rien, dit-il. Je demande seulement de l'honnêteté. Avec moi-même, avec toi, avec la mémoire de ton père. Même si ça fait mal. Le fils de Jonas se leva, ajustant son costume. Pendant un instant, il parut beaucoup plus jeune que ses 26 ans. Il ressemblait à un garçon perdu, essayant de comprendre pourquoi son héros avait les pieds d'argile. « Il y a quelque chose que je dois savoir, » dit le jeune homme, regardant directement son interlocuteur. « Mon père, dans ces derniers jours, a-t-il mal ?» La question les prit tous 2 au dépourvu. Elle était humaine, vulnérable, réelle. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je n'ai pas parlé avec lui depuis la confession. Mais je peux découvrir. Je peux m'assurer qu'il ait les meilleurs soins possibles. » « Pourquoi » demanda le jeune homme. « Après tout ce qu'il a fait. »« Parce que la haine ne guérit rien, » dit-il. « Et parce que même les mauvaises personnes méritent de mourir avec dignité. » Des larmes brillèrent dans les yeux du jeune homme. Il cligna des yeux rapidement, luttant contre l'émotion. « Je pensais vraiment faire ce qu'il fallait. Venger un homme injustement traité. »« Tu faisais ce que ferait tout enfant, » dit-elle doucement. « Protéger ton père. Il n'y a aucune honte là-dedans. » Le jeune homme hocha rigidement la tête et sortit sans un mot de plus. Ils le virent à travers la fenêtre du café, entrer dans une voiture noire et rester assis là pendant de longues minutes avant de démarrer le moteur. « Il ira bien » demanda-t-elle. « Finalement, » dit-il. « La vérité fait mal au début. Mais c'est mieux que de vivre un mensonge. » Elle se tourna vers lui, scrutant son visage. « Tu as mentionné Teresa Rodriguez. Comment savais-tu que j'improvisais? » « Parce que j'ai vu ce regard dans tes yeux, » sourit-il légèrement. « Le même regard que tu avais quand tu bluffais au poker nos premières nuits ensemble. Ça marche mieux que tu ne l'imagines. » Elle rit, un son sincère qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « Teresa existe vraiment. Elle était mon amie quand je vivais en ville.
Elle travaillait dans l'entreprise et me racontait des choses. Mais je n'ai jamais su si elle avait gardé des preuves. Nous devons découvrir, dit-il. Parce que ce garçon va vérifier chaque mot. Et si nous mentons, il reviendra avec tout. Alors allons la trouver, dit-elle, détermination remplaçant le nervosisme d'avant. Ils quittèrent le café ensemble, et pour la première fois depuis 5 ans, il ne semblait pas étrange de marcher côte à côte. Ce n'était plus comme avant. Il y avait trop de cicatrices, trop d'eau sous les ponts. Mais quelque chose de nouveau naissait. Respect. Partenariat. Peut-être les premiers germes fragiles de la confiance. Cet après-midi-là, il passa des dizaines d'appels, traquant Teresa Rodriguez via d'anciens contacts, registres d'entreprise, réseaux sociaux. Finalement, il la retrouva vivant dans une ville côtière à 200 km de là. « Elle accepte de nous voir demain », dit-il en raccrochant. Mais elle a averti qu'elle n'a rien de bon à dire sur Jonas ou l'entreprise. « Parfait, » dit-elle, « parce que nous avons besoin de vérité, pas de diplomatie. » Il la ramena à la ferme au crépuscule. Le ciel était peint de rose et de violet, des nuages bas promettant la pluie. Ils restèrent un moment dans la voiture, aucun des deux ne voulant rompre le silence confortable. « Merci, » dit-il enfin, « pour aujourd'hui, pour être venu avec moi, pour m'avoir soutenu même quand je n'avais pas de raison de faire confiance. Je ne l'ai pas fait pour toi, dit-elle, mais il n'y avait aucune froideur dans la voix. Je l'ai fait pour ma famille, pour cet endroit. Je sais, dit-il. Et pourtant, merci. Elle ouvrit la porte, mais hésita. Demain, quand nous irons voir Teresa, nous pourrons parler, pas de Jonas, pas de ferme, pas de conspiration. Juste parler, comme des gens. J'aimerais ça, dit-il, et réalisa qu'il n'avait jamais dit rien de plus vrai. Elle entra dans la maison et il la vit à travers la fenêtre éclairée, embrassant sa mère, gesticulant avec animation en racontant sa journée. Il vit la famille se rassembler autour d'elle, la protégeant, l'aimant de la manière qu'il n'avait jamais su faire. Mais en rentrant à l'hôtel, quelque chose avait changé en lui. Il n'essayait plus de reconquérir le passé. Il essayait de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et pour la première fois en 5 ans, il sentait qu'il était peut-être, juste peut-être, possible. Cette nuit-là, il fit un autre appel. À un détective privé qu'il avait engagé quelques semaines plus tôt. « Trouvez tout sur Jonas », ordonna-t-il. Pas seulement les crimes financiers. Tout. Relations secrètes, trahison personnelle, victimes laissées sur son passage. Je veux suffisamment de preuves pour m'assurer que ce garçon ne remettra jamais en question la vérité. Parce qu'il avait appris quelque chose de crucial. La rédemption ne consiste pas seulement à faire de grands gestes. Elle consiste à protéger les personnes que l'on aime, même quand le coût est élevé. Même si cela signifie détruire complètement l'image de quelqu'un qui était déjà en train de mourir. Et il le ferait. Il ferait n'importe quoi. Parce que cette fois, il ne fuyait pas le combat. Cette fois, il allait jusqu'au bout. La maison de Teresa Rodriguez se trouvait dans un quartier modeste en bord de mer. Peinture écaillée, jardin simple, mais des fleurs soigneusement plantées dans des pots colorés ornaient la véranda. Il se gara devant et la regarda sur le siège passager. « Prête ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, mais ses doigts serraient fermement l'anse de son sac. « Et si elle n'a rien ? Et si le fils de Jonas découvre que nous avons menti ? Alors nous affrontons les conséquences ensemble, » répondit-il simplement. Ils montèrent les marches et frappèrent à la porte. Une femme d'une 50aine d'années ouvrit. Cheveux grisonnants attachés en un chignon lâche, lunettes suspendues à une chaîne autour du cou, yeux fatigués mais bienveillants. Quand elle vit Teresa, le visage de cette dernière s'illumina. « Ma chère fille. » Teresa la saisit dans une étreinte chaleureuse. « Que d'années. Tu es magnifique. »« Merci de nous recevoir, Teresa, » dit-elle en rendant l'étreinte. Teresa le regarda, l'évaluant en silence. « Et vous ? L'homme qui a construit un empire sur le dos d'employés fidèles. L'homme qui essaie de réparer ses erreurs, » corrigea-t-il calmement. Teresa ne semblait pas convaincue, mais les invita à entrer. La maison sentait le café frais et le pain maison. Ils s'assirent dans un petit salon, mais accueillant, couvert de photos de famille sur toutes les surfaces. « Alors, » dit Teresa en servant du café dans des tasses inégales, « vous voulez savoir pour Jonas ce qu'était vraiment cet homme. » « Nous avons besoin de preuves, » dit-il directement. « Documents, emails, tout ce qui montre ses actions. Son fils enquête sur mes transactions et menace la sécurité d'une famille innocente. » Teresa but une longue gorgée de café, regardant l'océan par la fenêtre. « Vous savez pourquoi on m'a licencié ? Jonas a dit que vous étiez problématique.
répondit-elle. Problématique. Teresa rit sans humour. C'est une manière polie de dire que je l'ai surpris en train de détourner les fonds de pension des employés. 15 ans où des gens mettaient de l'argent pour leur retraite et lui l'utilisaient comme caisse personnelle pour des investissements risqués. Le silence qui suivit était lourd. Il sentit une nausée monter dans son estomac. Je ne savais pas ça. Bien sûr que non, dit Teresa, non sans gentillesse. Vous étiez trop occupé à être le visage de l'entreprise. Jonas s'occupait des opérations internes. Et il était très doué pour cacher la saleté. Vous avez des preuves? Demanda-t-il en se penchant en avant. Teresa se leva et sortit de la pièce. Ils entendirent des tiroirs s'ouvrir, des boîtes se déplacer. Elle revint 5 minutes plus tard avec une boîte d'archives poussiéreuse. Elle la posa sur la table basse avec un bruit sourd. 15 ans de preuves, dit Teresa. Emails imprimés, relevés bancaires copiés, mémos internes. Tout conservé et daté méticuleusement. Parce que je savais qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de la vérité. Il ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des centaines de documents organisés par date. Il commença à lire et à chaque page, l'étendue de la trahison de Jonas devenait plus claire. Ce n'était pas seulement quelques erreurs. C'était une corruption systématique, un abus de confiance, une destruction délibérée de vie. Il y a plus, dit Teresa doucement. Quelque chose qui va briser le cœur de ce garçon, mais qu'il doit savoir. Elle sortit un dossier séparé du fond de la boîte. À l'intérieur se trouvaient des copies d'actes de naissance, de tests ADN, de documents légaux. Jonas avait une autre famille, révéla Teresa. Une femme dans une autre ville. 2 enfants plus jeunes qu'il a gardés secrets pendant des années. Il détournait l'argent de l'entreprise pour subvenir aux besoins des 2 familles, mentant à tout le monde. Elle porta la main à sa bouche, horrifiée. Son fils ne sait pas. Personne ne sait, confirma Teresa. Sauf moi, qui traitais les transferts déguisés en bonus pour cadres. Quand j'ai menacé de révéler la vérité, il m'a détruite. Il a fait en sorte que je ne travaille plus jamais dans la finance. Il a répandu des rumeurs qui ont ruiné ma réputation. Et vous avez tout gardé pour vous seul, demanda-t-il, admiration et culpabilité dans la voix. J'ai gardé parce que j'avais peur, admit Teresa. Jonas avait clairement dit que si je parlais, il trouverait un moyen de me nuire légalement. Il avait des avocats, du pouvoir, des connexions. Moi, je n'avais que la vérité. Et la vérité sans pouvoir ne signifie rien. Il ferma les yeux, absorbant tout le poids de la situation. Jonas n'était pas seulement un manipulateur d'entreprise. C'était un monstre qui détruisait des vies systématiquement, toujours protégé par des couches de mensonges et de menaces. Ça va le détruire, dit-elle en regardant les documents sur l'autre famille. Le fils de Jonas. Découvrir ça va détruire tout ce qu'il croit sur son père. Mérite-t-il destruction ou vérité? Demanda Teresa. Parce que parfois, c'est la même chose. Et ça fait tout aussi mal. Il prit son téléphone. Je dois appeler mon enquêteur. Confirmer ces informations de manière indépendante avant de les présenter. Mais avant qu'il ne compose le numéro, son téléphone sonna. C'était le fils de Jonas. Nous devons parler. La voix du jeune homme était tendue. Maintenant. J'ai découvert quelque chose sur mon père qui n'a pas de sens. Où es-tu? Demanda-t-il. À la clinique. Avec lui. Viens seul. Il la regarda, puis Teresa. Je ne viens pas seul. Ça se termine aujourd'hui, avec tout le monde présent. 2 heures plus tard, ils étaient à la clinique privée. L'endroit sentait le désinfectant et les fleurs fanées. Une infirmière les guida à travers des couloirs silencieux jusqu'à une chambre privée au fond. Le fils de Jonas était assis à l'extérieur, la tête entre les mains. Quand il les vit, il se leva. Ses yeux étaient rouges, le visage pâle. J'ai engagé mon propre enquêteur après notre rencontre. Il a trouvé des choses. Beaucoup de choses. Nous savons, dit-il. Et nous avons amené quelqu'un qui peut tout confirmer. C'est alors que Teresa fit un pas en avant. Le fils de Jonas la regarda, confus. Qui êtes-vous? Teresa Rodriguez. J'ai travaillé pour votre père pendant 15 ans. Et j'ai vu chaque crime qu'il a commis. Le jeune homme chancela, s'appuyant contre le mur. Chaque crime. Vous parlez comme s'ils étaient nombreux. Il l'était, dit Teresa sans émotion. Et vous méritez de tous les connaître. La porte de la chambre s'ouvrit et un médecin sortit. Il est réveillé. Il demande à voir son fils. Le fils de Jonas regarda la chambre, puis eux. Vous allez entrer avec moi. Tous. Il répondra de tout devant moi. Ils entrèrent dans la chambre.
Jonas était dans son lit, connecté à divers appareils, peau jaunie par la maladie. Quand il vit le groupe entrer, ses yeux s'écarquillèrent. Il reconnut chaque visage et comprit immédiatement ce qui se passait. « Fils, commença Jonas, voix rauque, je ne sais pas ce que ces gens t'ont dit. »« Non, interrompit le fils, voix brisée. Plus de mensonges. Plus de manipulation. Je veux la vérité. Toute la vérité. Maintenant. » Jonas essaya de s'asseoir, mais était trop faible. « Tu ne comprends pas le contexte. » Contexte. Le jeune homme rit amèrement. Quel contexte justifie de détourner des fonds de pension? De détruire la carrière d'employé fidèle? De garder une seconde famille secrète? Dis-moi, père. Quel contexte justifie cela? Le silence dans la chambre était étouffant. Jonas regarda chaque personne présente, cherchant des alliés, ne trouvant que des accusateurs. « Vous ne savez pas ce que c'est, » dit enfin Jonas. « Construire quelque chose à partir de rien. Travailler plus que quiconque et voir un autre en récolter le crédit. Toujours être la seconde option, le vice-président, le presque. »« Alors tout cela était par jalousie ?» demanda le fils, la voix montant. « Vous avez détruit des vies, des familles, votre propre intégrité par jalousie. »« C'était pour survivre !» cria Jonas, puis toussa violemment. Quand il reprit son souffle, il continua plus bas. « Dans ce monde, on mange ou on est mangé. J'ai choisi de manger. »« Et moi ?» demanda le fils, les larmes coulant maintenant librement. « J'étais juste un autre outil. Vous m'avez programmé pour haïr cet homme, pour consacrer ma vie à le détruire. Juste parce que vous ne pouviez pas ?» Jonas ne répondit pas. Mais ses yeux disaient tout. Teresa fit un pas en avant, tendant le dossier contenant des informations sur l'autre famille. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez voir. » Le fils prit le dossier avec des mains tremblantes. Il l'ouvrit et commença à lire. À chaque ligne, son expression passa de la douleur à l'incrédulité absolue. « Vous avez d'autres enfants, » murmura-t-il. « Une famille entière que je n'ai jamais connue. » C'était compliqué, essaya Jonas. Compliqué? Le fils lança le dossier au sol. « Vous avez un fils de 22 ans et une fille de 19. J'ai des frères et sœurs que je n'ai jamais connus parce que vous étiez occupés à maintenir vos mensonges séparés. » Il vit le moment où quelque chose se brisa irréparablement dans le jeune homme. L'image du père, déjà fissurée, s'effondra complètement. Et à la place, il ne restait qu'un homme malade dans son lit, petit et pathétique, entouré des ruines de ce qu'il avait construit. « J'ai tout fait pour toi, » dit Jonas faiblement. « Pour te donner des opportunités, une éducation. »« Vous l'avez fait pour vous, » corrigea le fils. « Et vous m'avez utilisé comme excuse pour vous sentir moins coupable. Mais c'est fini, père. Toute votre croisade, toutes vos manipulations. Fini. » Il se tourna vers le protagoniste. « L'enquête est terminée. Toutes les transactions sont claires. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette ferme. Et je suis désolé. Pour tout. » « Pas besoin de s'excuser, » dit-il. « Vous avez été victime autant que nous. » Le fils regarda son père une dernière fois. « Je vais rencontrer mes frères et sœurs. Je vais réparer ce que vous avez brisé. Et je vais construire quelque chose de mieux que ce que vous n'avez jamais rêvé. Mais je le ferai en tant que moi-même. Pas en tant que votre fils. » Il sortit de la chambre sans se retourner. Ils le suivirent, laissant Jonas seul avec ses moniteurs bipants et ses mensonges exposés. Dans le couloir, le jeune homme s'adossa au mur, sanglotant. Elle s'approcha hésitante et posa sa main sur son épaule. « Vous allez surmonter ça. Peut-être que ça ne semble pas maintenant, mais vous allez y arriver. »« Comment le savez-vous » demanda-t-il, la regardant avec des yeux brisés. « Parce que moi aussi j'ai dû laisser derrière moi une version de moi-même qui ne fonctionnait plus, » dit-elle. Et c'était douloureux et effrayant. Mais de l'autre côté, il y avait la liberté. Teresa fit ses adieux-là, laissant la boîte de documents avec eux. « Faites-en bon usage. Et si vous avez besoin de témoignages, vous savez où me trouver. » Dehors, l'air frais n'avait jamais semblé si bon. Il inspira profondément, sentant comme si un poids d'années avait enfin été levé. « C'est fini, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Vraiment fini. »« Pas complètement, » dit-il. « Il reste encore une chose que je dois faire. » Il appela son avocat sur le champ. « Je veux créer un fonds. Pour tous les employés qui ont été lésés par Jonas. Restaurer les fonds de pension, compenser les pertes, offrir une assistance juridique. Utiliser mon argent personnel. Tout, si nécessaire. Ça va coûter des dizaines de millions, prévint l'avocat de l'autre côté du fil. Alors ça coûte, dit-il simplement.
Faites en sorte que ça se fasse. Quand il raccrocha, elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Vous allez faire faillite en faisant ça. Je ne ferai pas faillite, corrigea-t-il. Mais je serai beaucoup moins riche. Et honnêtement, ça semble libérateur. Ils marchèrent jusqu'à la voiture en silence. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rouge. C'était la fin d'après-midi, mais cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Où allez-vous maintenant? Demanda-t-elle en arrivant au parking. Je pensais rester ici un peu plus longtemps, dit-il. Si ça ne vous dérange pas. En ville. À la ferme, corrigea-t-il. Votre père a mentionné qu'ils avaient besoin d'aide pour la récolte. J'ai pensé offrir mes services. Travail bon marché. Juste de la nourriture et un endroit pour dormir. Elle rit, un son authentique et chaleureux. Vous ne savez même pas ce qu'est le travail manuel. Alors vous pouvez m'apprendre, dit-il. Comme vous m'avez appris tant d'autres choses qui comptent vraiment. Elle resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. Ce serait un nouveau départ. Pour vous. Pour nous. Mais pas comme avant. Nous ne pourrons jamais être ce que nous étions. Je ne veux pas être ce que nous étions, dit-il. Ce couple était brisé dès le début. Mais peut-être pouvons-nous être quelque chose de mieux. Quelque chose construit sur la vérité plutôt que sur des illusions. Peut-être, murmura-t-elle. Mais cette fois, il y avait de l'espoir dans le mot. Ils conduisirent de nouveau jusqu'à la ferme tandis que les étoiles commençaient à apparaître. Et pour la première fois en 5 ans, aucun des deux ne ressentait le poids des mensonges non dits ou des rancunes non résolues. Jonas avait été vaincu. La justice avait été rendue. Et l'avenir, incertain mais prometteur, s'étendait devant eux comme un champ vide prêt à être semé. Les premiers rayons de soleil pénétraient par la fenêtre de la petite chambre au fond de la maison lorsqu'il se réveilla. Son corps souffrait de manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Épaules brûlantes, dos raides, mains couvertes de cloques à peine cicatrisées. 3 semaines à travailler à la ferme avaient été plus brutales que n'importe quelle négociation d'entreprise qu'il avait jamais affrontée. Il s'habilla avec les vêtements simples qui étaient désormais son uniforme quotidien. Jeans délavés, chemise en flanelle rapiécée, bottes usées ayant appartenu à son grand-père. Dans le miroir embué, il reconnaissait à peine l'homme qui le regardait en retour. Barbe de quelques jours, peau bronzée par le soleil, mains calleuses. L'exécutif soigné avait disparu, remplacé par quelque chose de plus brut et réel. La cuisine était déjà pleine lorsqu'il descendit. Sa mère préparait un café fort, son père lisait le journal, les frères discutaient du travail de la journée. Et elle était là, cheveux tressés, visage sans maquillage, souriant à quelque chose que disait sa grand-mère. « Tu as dormi tard », commenta le père sans lever les yeux du journal. « On va perdre les meilleures heures de travail. »« Désolé, monsieur, » dit-il en attrapant une tasse de café. « Je m'adapte encore au rythme. »« 3 semaines et tu ne t'es toujours pas adapté ?» provoqua un des frères. « Peut-être que la vie à la ferme n'est pas pour toi. »« Laissez le garçon tranquille, » défendit la grand-mère en frappant sa canne contre le sol. « Il travaille dur. Plus que certains paresseux que je connais ici. » La famille rit, y compris le frère provocateur. Il sourit aussi, se sentant partie de quelque chose qu'il n'avait jamais eu en grandissant dans des appartements urbains étroits. Une vraie famille, pas seulement des personnes partageant un nom de famille. Après le café, tout le monde partit au champ. La récolte était en retard et chaque main était nécessaire. Il travailla aux côtés de son père, apprenant à évaluer quand les plantes étaient prêtes, comment récolter sans abîmer les racines, des techniques transmises de génération en génération. « Tu t'améliores », admit l'homme plus âgé à midi, lorsqu'ils s'arrêtèrent pour boire. « La première semaine, je pensais que tu ne tiendrais pas 3 jours. »« Moi aussi, je le pensais la première semaine, » admit-il, essuyant la sueur de son front. « Mais je devais me prouver quelque chose. »« Pour qui ? Pour ma fille ? Pour moi-même, » dit-il. Que je pouvais être plus qu'un homme en costume prenant des décisions dans des bureaux climatisés. Que je pouvais mettre mes mains dans la terre et construire quelque chose de réel. Le père l'étudia longuement. « Tu as vraiment changé. Tu n'es pas le même homme qui est arrivé ici il y a 5 semaines. » Cet homme était perdu, dit-il. Je cherche encore mon chemin, mais au moins maintenant je sais dans quelle direction aller. Le déjeuner fut servi sous un vieil arbre aux limites de la propriété. Toute la famille se réunit, partageant de la nourriture maison et des histoires de la journée. Il écouta plus qu'il ne parla, absorbant la dynamique, apprenant les rythmes d'une vie qu'il avait autrefois méprisée comme simple. Elle s'assit à côté de lui sur l'herbe, leurs épaules se touchant légèrement. « Tu as l'air heureux, » murmura-t-elle. « Je le suis, » admit-il. «
Plus que je ne l'ai été depuis des années. C'est étrange. J'ai moins de tout maintenant. Moins d'argent, moins de confort, moins de sécurité. Mais d'une certaine manière, j'ai plus. Parce que tu as un but, dit-elle. Et une vraie connexion. 2 choses que l'argent ne t'a jamais offertes. 2 choses que tu as essayé de me montrer il y a des années, corrigea-t-il. Et j'étais trop idiot pour écouter. Ils restèrent dans un silence confortable, observant les enfants jouer, les adultes discuter, le soleil filtrer à travers les feuilles au-dessus. C'était un moment parfait et imparfait à la fois. Sans artifice, sans prétention, juste la vie se déroulant dans sa forme la plus honnête. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il travaillait seul à réparer une clôture cassée, elle vint vers lui avec une enveloppe. « Ça t'est arrivé aujourd'hui, » dit-elle. « De ton bureau. » Il s'essuya les mains sales sur son pantalon avant de prendre l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, des mises à jour sur le fonds de compensation pour les employés lésés par Jonas, et une lettre de son conseil d'administration demandant son retour. « Ils veulent que tu reviennes, » dit-elle, lisant par-dessus son épaule. « Ils offrent des conditions généreuses. » Il plia soigneusement les papiers et les remit dans l'enveloppe. « Je ne reviendrai pas. Tu es sûr ?» demanda-t-elle, surprise sincèrement dans sa voix. « C'est ton entreprise. Ton empire. Tout ce que tu as construit. » « C'était mon empire, » corrigea-t-il. « Construit sur de mauvaises fondations, pour de mauvaises raisons. Je n'en ai plus besoin. » « De quoi as-tu besoin ?» Il regarda autour de la ferme, vers les collines ondulantes, les champs travaillés, la maison simple au loin. « De ça. De me réveiller en sachant que le travail du jour compte. D'aller dormir fatigué mais satisfait. De gens qui me voient tel que je suis, pas pour ce que je vaux. » Elle toucha son bras doucement. « Et nous ? As-tu encore besoin de temps pour prouver quelque chose ? Ou as-tu déjà décidé quelle vie tu veux ?» Il se tourna pour la regarder pleinement. « Je veux une vie ici, dans cette ferme, avec cette famille. Travailler la terre, construire quelque chose qui dure des générations. Mais je ne veux cela que si tu veux aussi que je sois ici. Pas par obligation ou par gratitude, mais parce que tu choisis de m'avoir ici. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu sais ce que tu demandes ? Il n'y a pas de retour en arrière. Pas de compromis. Si tu restes vraiment. Comme un de nous. Sans privilège, sans échappatoire facile. »« Je sais, » dit-il. « Et c'est exactement ce que je veux. Mais j'ai besoin de savoir si tu peux me pardonner. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais éventuellement. Parce que je ne peux pas construire une vie ici en portant le poids de rancune non résolue. » Elle essuya ses larmes, respirant profondément plusieurs fois avant de répondre. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on allume. C'est un processus. Certains jours, je te regarderai encore avec colère pour le temps perdu. D'autres jours, je verrai l'homme que tu es devenu. Mais je suis prête à essayer. À parcourir ce processus avec toi. C'est tout ce que je peux demander, dit-il, la voix rauque d'émotion. Elle se pencha et l'embrassa doucement sur le visage, là où la barbe naissante rencontrait la peau bronzée par le soleil. Bienvenue à la maison. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais profonds. Il vendit formellement sa part dans l'entreprise, redistribuant les profits aux employés loyaux et aux institutions de charité. L'argent restant fut investi dans l'amélioration de la ferme, non en tant que propriétaire, mais comme partenaire respectueux de la famille. Le fils de Jonas apparut un après-midi, conduisant une voiture modeste, sans costume pour la première fois depuis leur rencontre. Il avait rencontré ses demi-frères et demi-sœurs, avait commencé une thérapie, et construisait des relations réelles plutôt que de courir après des fantômes de vengeance. « Je suis venu pour remercier, » dit le jeune homme, serrant fermement sa main. « De ne pas avoir abandonné sur moi-même quand j'étais idiot. De montrer que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le mensonge confortable. »« Comment va ton père ?» demanda-t-il. « Il est mort la semaine dernière, » répondit le jeune homme, voix ferme malgré la douleur évidente. Seul, parce qu'aucun de ses enfants n'a voulu être là. Triste ? Oui. Juste ? Probablement aussi. Ils parlèrent pendant des heures, 2 hommes façonnés par les échecs du même antagoniste, forgeant maintenant leur propre chemin. Quand le jeune homme partit, il les serra tous les 2 dans ses bras, reconnaissant envers des gens qui refusèrent de le laisser consumer par l'amertume. 6 mois plus tard, par un après-midi frais d'automne, la famille se réunit sous ce même vieil arbre où tant de repas avaient été partagés. Mais cette fois, il y avait des décorations simples, des fleurs sauvages dans des bocaux en verre, des chaises prêtées par les voisins. Elle était magnifique dans une robe blanche simple, faite par sa grand-mère, sans bijoux chers ni maquillage élaboré. Juste elle, radieuse et authentique,
marchant sur la pelouse irrégulière vers lui. Il n'y avait ni prêtre ni cérémonie formelle. Son père officiait, lisant des vœux écrits à la main, parlant de terre et de racines, de seconde chance et de croissance. Quand vint son tour de parler, il prit ses mains et dit la vérité nue. Je ne peux pas te donner des manoirs ou des voitures de luxe. Je ne peux pas t'emmener en voyage exotique ou acheter des robes de créateur. Mais je peux te donner des mains qui travaillent à tes côtés. Je peux te donner l'honnêteté même quand ça fait mal. Je peux te donner une présence réelle, pas des promesses vides. Et je peux te donner un amour qui te choisit chaque jour, non par obligation, mais par choix conscient. Et moi, je choisis de te donner des racines, répondit-elle, la voix tremblante mais forte. Je choisis de te donner une maison non faite de murs, mais de moments. Je choisis de te donner un pardon qui s'approfondit chaque jour. Et je choisis de te donner un amour qui n'est pas parfait, mais réel. Complètement, merveilleusement réel. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements de la famille, sous le ciel ouvert, sur la terre qui leur appartenait maintenant autant qu'il lui appartenait. Pas de photographe professionnel, juste son frère avec un vieil appareil. Pas de banquet élaboré, juste de la nourriture maison faite avec amour. Pas de liste d'invités illustres, juste des gens qui comptaient vraiment. Le soir, alors que la musique jouait sur une vieille radio et que les gens dansaient pieds nus dans l'herbe, il observait tout en silence admiratif. C'était ça, le succès. Pas les chiffres sur les comptes bancaires ou les titres sur les cartes de visite. Ça. Des gens riant sincèrement, des liens réels, un amour qui coûte tout et vaut chaque centime. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle, enlaçant sa taille. « Plus que je n'ai de mots pour l'exprimer, » admit-il. « J'ai perdu tellement de temps à courir après de mauvaises choses. Construire une réputation plutôt que du caractère. Accumuler des possessions plutôt que des expériences. Et j'ai failli perdre la seule chose qui comptait vraiment. Mais tu as retrouvé le chemin, dit-elle. Et c'est ce qui compte. Pas qui tu étais, mais qui tu as choisi de devenir. » Les mois devinrent des années. La ferme prospéra sous un soin collectif. Il ne retourna jamais dans le monde des affaires, ne regretta jamais les costumes chers ni les réunions interminables. À la place, il trouva satisfaction dans les plantes qui poussent, les animaux en bonne santé, les améliorations tangibles qu'il voyait de ses propres yeux. Quand le premier enfant naquit, lors d'une nuit pluvieuse dans la même maison où elle avait grandi, il tint cette petite vie miraculeuse et comprit enfin ce que son père absent n'avait jamais compris. L'héritage n'était pas l'argent laissé dans des testaments. C'étaient les valeurs transmises par l'exemple. C'était du temps investi dans la présence. C'était de l'amour démontré dans des actions quotidiennes, pas dans de grands gestes occasionnels. Des années plus tard, alors qu'il apprenait à son fils maintenant grand à réparer les clôtures sous le même soleil qui un jour l'avait brûlé jusqu'à former des cloques, le fils demanda à propos du passé. « Papa, c'est vrai que tu étais milliardaire. » « C'était vrai, confirma Théil, ajustant un poteau. « Pourquoi as-tu abandonné ça ?» Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parce que j'ai appris qu'il existe deux types de richesses. L'un que l'on compte en chiffres. L'autre que l'on ressent dans la poitrine au réveil. Et le second vaut infiniment plus. L'argent te manque-t-il ? » Parfois, admit-il honnêtement. Quand le tracteur tombe en panne et que nous n'avons pas de pièces neuves. Quand la récolte échoue et que l'inquiétude empêche tout le monde de dormir. Mais alors je regarde ta mère, toi, cette terre, et je me rappelle que j'étais riche et vide. Maintenant je suis simple et complet. Et il n'y a aucune comparaison. Le fil réfléchit, puis retourna au travail. Il sut que la leçon avait été plantée, même si elle mettait des années à mûrir complètement. Sur la véranda cette nuit-là, lui et elle s'assirent sur des rocking-chairs usés, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs impossibles. Leurs cheveux avaient maintenant des mèches argentées. Leurs mains portaient les cicatrices d'un travail honnête. Leurs visages étaient tracés de rides racontant des rires et des inquiétudes partagées. « Des regrets ?» demanda-t-elle, comme elle le faisait parfois. « Un seul, dit-il. Ne pas être arrivé ici plus tôt. Avoir perdu 5 années que nous aurions pu passer ensemble. Mais peut-être avais-tu besoin de ces 5 années, réfléchit-elle, pour te débarrasser de qui tu étais et découvrir qui tu pouvais être. On ne peut pas sauter le processus. On peut seulement le traverser. » Il prit sa main, son pouce traçant les callosités familières. « Tu es très sage. »« Je ne suis pas sage, » corrigea-t-elle. « J'ai juste appris que le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir ce que l'on veut. Il est dans le fait de vouloir ce que l'on a. Et je veux ça. Chaque partie imparfaite, merveilleuse de ça. » Il la rapprocha, respirant l'odeur de la terre et des fleurs sauvages qui l'accompagnaient toujours. « Moi aussi. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître, une pensée le frappa avec une clarté cristalline.
Jonas avait passé sa vie entière à tenter de prouver sa valeur par le mensonge et la manipulation. Il était mort riche et seul, entouré de moniteurs médicaux au lieu de personnes qu'il aimait. Voilà la vraie pauvreté. Non pas l'absence d'argent, mais l'absence de sens. Et lui, qui avait un jour possédé des milliards, n'avait maintenant que des centimes en comparaison. Mais il avait une épouse qui choisissait de l'aimer chaque jour. Il avait des enfants qui le respectaient non pas pour son compte en banque, mais pour son caractère. Il avait une communauté qui l'acceptait non pas pour ses succès passés, mais pour son travail présent. C'était la véritable richesse. Et aucune valeur au monde ne pouvait acheter ce qu'il possédait maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que les meilleures histoires ne parlent pas d'accumuler davantage, mais de découvrir ce qui est suffisant. Et parfois, la plus grande victoire est de perdre tout ce qui vous empêchait de trouver ce qui compte vraiment.